Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur ce track dédié au sens. Alors clairement, avant la crise du Covid, le sens faisait l'objet de toutes les discussions, a fait couler beaucoup d'encre. Cette notion de sens qui permet de fidéliser, attirer, motiver et surtout probablement faire accepter les multiples projets de transformation. On va essayer d'y voir plus clair puisque maintenant le Covid, particulièrement le confinement, a bousculé tous les modèles établis, notamment du collectif. On va essayer de lever la tête, être concret. J'ai parfois l'impression que cette notion de sens se présente comme une formule magique, une potion miracle qui permettrait de tout faire accepter. Alors, on va essayer d'y voir plus clair, lever la tête. On a 5 super invités avec qui nous allons échanger pour comprendre les ingrédients de cette formule magique avec surtout plein d'exemples. À ma droite, Arnaud Lavie qui est associé au Conseil Capital Humain, dans la fameuse équipe de Philippe Burger chez Deloitte. Nous avons Isabelle Schnetter chez Sanofi, Global Head of HR Medicine, c'est ça. Chez Sanofi, évidemment, la notion de sens prend une saveur particulière post-Covid. Nicolas, chez Workday, probablement le plus passionné parmi les passionnés. Il est innovation stratégiste. Nous avons Pia, à ma gauche. Pia Hernandez, chez Safran, VP Global HR Development and Community. C'est ça? C'est ça, oui. Et Claude Monnier, DRH chez Sony, qui évidemment ne nous laissera pas indifférents. Alors, merci d'être avec nous. Je rappelle juste avant de démarrer les débats que nos invités parlent en leur nom propre et pas à la société à laquelle ils appartiennent. Je veux rapidement les embarquer dans un débat de vision et de conviction personnelle. Alors, avant de savoir où on va déjà regarder d'où on vient. Arnaud, un brin d'histoire, d'où vient cette discussion, cet échange, cette réflexion sur le sens? Alors, un brin d'histoire. Cette discussion, d'abord, elle a je pense, pris beaucoup d'ampleur ces dernières années parce que lorsque vous interrogez les collaborateurs et puis lorsque vous interrogez les entreprises, la notion de sens est apparue sous plein de formes différentes. Je pense que ça a eu pas mal d'ampleur aussi parce que il y a eu la notion de loi Pacte qui a été mise en œuvre en 2019 et qui a inscrit dans le débat la question de la raison d'être au sein des entreprises. Donc du coup, voilà, tout ça fait que, d'une manière générale, je pense que la question de sens est apparue de manière plus forte qu'auparavant. Après, si je me projette en arrière, parce que pour redonner un petit peu de vision historique, et donc 30 à 40 années en derrière, je pense que cette notion pouvait être présente, mais pas de la même façon. Et pourquoi pas de la même façon? Parce que déjà dans les années 90, il y avait quelque chose qui s'appelait la récession, et donc les gens étaient contents d'avoir un boulot. Et après, le sens du boulot, c'était quelque chose qui était en plus, quoi. Ouais. Pas secondaire, mais je dirais pas au même niveau. Et donc après, avec toutes les évolutions dont je viens de vous parler, je pense que ça a été remis sur le devant des préoccupations des salariés, des entreprises et de la société. Nicolas, sur ce point, pourquoi on parle de ce sujet particulièrement aujourd'hui? Parce que le monde a changé et que la société civile est rentrée directement dans l'entreprise, ou tout au moins la temporalité et le type de réaction a été profondément modifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun, vous comme moi, comme les employés, peuvent avoir un retour direct via notamment les réseaux sociaux sur ce que fait l'entreprise, comment elle s'inscrit dans son monde. Et ça a été de pair avec une sorte de dissonance entre une connaissance de plus en plus fine du client final, ce qu'on n'avait pas auparavant, grâce à ce qu'on a appelé le Customer Relationship Management, avec des outils comme Salesforce, qui ont permis aux entreprises de connaître intimement le client final, tout en n'augmentant pas le niveau de connaissance des employés dans l'entreprise. Et aujourd'hui, les entreprises, les employés se retrouvent dans une sorte d'injonction contradictoire, et je pense qu'on réutilise. Tu es en train de dire qu'on connaît mieux les clients finalement que les collaborateurs. Oui. Et c'est ça qui bouleverse ou qui ramène ce sujet du sens? Ça pose la question du sens in fine. C'est ce qu'on a appelé, ça a été théorisé par la symétrie des attentions. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? La symétrie d'attention, c'est suis-je en droit, moi employé, d'attendre le même niveau d'attention et pas forcément de connaissance intime de qui je suis, mais d'attention portée à moi sur des parcours de carrière, sur des parcours de talent, que le niveau d'attention qu'on va porter au client final.
Isabelle, tu es d'accord avec Nicolas? Alors, je suis d'accord avec ce que dit Nicolas quand il dit que le monde change. Et je pense qu'à la fois les aspirations des gens et le rôle de l'entreprise dans la société a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'il y a, quand on regarde le rôle des gouvernements et le rôle des entreprises sur les dernières années, je ne veux pas dire qu'il y a un transfert parce que c'est allé trop loin, mais en tout cas, il y a une évolution des rôles. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une certaine déception de certains gouvernements et on se retourne vers l'entreprise pour que l'entreprise assume un certain nombre de responsabilités, comme la responsabilité de former les gens et de les préparer au métier de demain. C'était beaucoup moins prégnant il y a quelques années. La responsabilité de l'entreprise pour faire du business qui soit propre et qu'on puisse maîtriser nos empreintes écologiques. Ça aussi, c'est nouveau. Et je pense que ça, les employés, les gens qui travaillent dans les entreprises ont des attentes vis-à-vis de cette collectivité et ont envie aussi d'y contribuer et que ça a un impact sur le sens. Bon, Pia, toi qui as une vision multiculturelle, tu as travaillé notamment au Mexique juste avant. Est-ce que cette notion de sens apparaît comme aussi prégnante qu'en France? Je pense que oui, effectivement. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais il y a eu une boom industrielle, je ne dirais pas qu'au Mexique, dans tous les pays un peu émergents, où on a de plus en plus de sociétés qui arrivent, s'implantent, etc. Donc il y a derrière, il y a eu un besoin d'avoir une différenciation et de dire c'est quoi ma promesse en tant que société pour les salariés, bien évidemment, mais aussi pour les sociétés où j'arrive à m'implanter. Qu'est-ce que je vais laisser au-delà du fait qu'effectivement, je vais mettre de la richesse, etc. Quel impact je vais avoir derrière? Et ça a changé énormément la donnée. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler de plus en plus dans cette recherche de, OK, c'est quoi mon sens? Au-delà de mon produit final, des faire, etc. Bon, de plus en plus d'exigences au niveau de l'entreprise, loi PAC qui arrive en jeu, beaucoup d'exigences du coup vis-à-vis des DRH, c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mettez dans cette notion de sens? Quelle définition? Est-ce nouveau par rapport à la question des valeurs notamment? Je me souviens des valeurs qu'on inscrivait sur le site web pour faire bien, pour faire chic. Quelle notion nouvelle, Claude? Alors, cette notion de sens, moi je remercie les neurosciences et les sciences humaines de l'avoir recentrée pour jouer sur les mots. Je pense que ça remet à leur place les sciences économiques, qui avaient probablement imposé un système dans le monde de l'entreprise et à notre corps social qui était, à mon sens, pas idéal. La place que moi je donne au sens, elle est très faible parce que modestement, je ne sais pas répondre à cette question, comment donner du sens au travail, tant à titre individuel que collectif. Et dans les industries culturelles et créatives, je m'intéresse davantage à la place des émotions. C'est peut-être un vœu pieux, mais je crois que dans ce collectif, lorsqu'on est dans une phase créative et dans la volonté d'aboutir à quelque chose ensemble, il m'est plus facile d'imaginer entretenir des émotions et alimenter des émotions que de vouloir donner un sens à ce que chacun fait au quotidien. Et cette notion, elle est assez effrayante à mes yeux. Assez effrayante parce que cette notion de sens, ce cap que tu donnes, finalement, tu la gommes avec de la musique dans son bureau? Oui, alors à titre personnel, c'est effectivement le premier geste que je fais quand j'arrive sur mon lieu de travail. J'allume une chaîne IFI et j'écoute du son dans d'excellente qualité. Maintenant, il y a autant de vérité que d'entreprise. Dans le groupe dans lequel je travaillais avant, il m'était interdit d'écouter de la musique dans mon bureau. Et aujourd'hui, chez Sony Music, la première chose qu'on m'a installée sur mon lieu de travail, c'est une chaîne IFI. Donc, ce qui prouve bien que là, selon les lieux et selon les cultures, ça change. Je vais conclure cette réponse par un point important. C'est que si on est sur la quête de sens, on détient une forme de vérité en voulant promettre à ses collaborateurs et à ses collaboratrices qu'on a la réponse à cette question. En l'occurrence, pour moi, c'est vraiment une approche recherche et développement. Je n'ai pas la moindre idée que le sens peut prendre le travail pour chacun demain. Aucune idée. Bon, ça fixe quand même un cap. Isabelle, ça donne quand même une direction, un motif de se lever. Oui, alors tu nous as demandé d'être concret, donc peut-être ce que je peux faire, c'est partager ce qui se passe en ce moment à Sanofi, qui est à mon avis assez intéressant du point de vue du sens, justement. Donc pour la faire courte, on a un nouveau CEO, donc comme à chaque fois qu'on a un nouveau CEO, on a une nouvelle stratégie, on a une nouvelle réorganisation. Et ce qui fait que l'ensemble de l'entreprise travaille et focalise son énergie, son attention sur l'interne, à se réorganiser, à redéfinir l'organisation, les nouveaux processus. Voilà, les organization charts, etc. Qui se reconnaissent dans ce qu'on
ce que vous dites. Oui, ça ne m'étonne pas. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, ce qui est arrivé à Sanofi, c'est que quand la crise du Covid a éclaté, on était en plein dans cette réorganisation. Donc, vraiment avec un focus très, très interne. Et bien entendu, on est une entreprise de santé. Et ce qu'a fait le Covid, c'est qu'il a vraiment shifté les énergies, le temps qu'on passe, de quoi on parle entre les collègues, ce qui devient important et ce qui donne du sens. Et le gros changement que j'ai pu observer, c'est le shift de l'interne à l'externe. Et tout d'un coup, il y avait un sens. Alors en effet, je ne pense pas qu'il y ait un sens qui soit valable pour tout le monde, mais en tout cas, les circonstances ont fait qu'il y a eu un rassemblement des énergies autour de ce sens qui était de contribuer avec tout ce qu'on pouvait faire pour prévenir cette maladie et la guérir si c'est possible. Et ce shift, pour moi, par rapport à cette discussion sur le sens, je trouve que c'est un bon exemple. Parce qu'il y avait quelque chose de plus grand et de plus beau, quelque part, que la propre organisation interne. Exactement. Et ça, c'est un vrai sens. Bon, est-ce que c'est pas ça finalement, cette notion de sens, c'est pouvoir rassembler, si on devait donner une définition, pouvoir rassembler les énergies sur un seul et même objectif. Arnaud ? Je ne sais pas si c'est rassemblement toutes les énergies, mais ça va. Enfin, ce que vous dites, Isabelle et Claude, ça va dans un sens qui a prévalu lorsque les initiateurs de la loi, alors je ne suis pas défenseur de la loi Pacte, mais l'ont mise en place, parce qu'en fait, il y avait la notion de bien commun qui était derrière. Oui. Et ce que tu dis, Isabelle, derrière l'intérieur et l'extérieur, cette notion de bien commun apparaît. Et ce que tu dis aussi, Claude, tu dis, enfin, tu le définis pas, tu parles des émotions. Moi, je fais la distinction entre l'individu, donc, qui peut avoir son propre sens, à la limite, la société, tant mieux s'ils arrivent à trouver quelque chose de commun, et puis l'entreprise qui doit trouver sa place éventuellement dans la société. Et après, est-ce que les deux arrivent à se conjuguer? Dans le meilleur des cas, pourquoi pas, mais à la limite, c'est pas grave si ça ne se fait pas. En revanche, la réflexion autour de l'entreprise en tant que contributeur au bien commun, c'est quelque chose qui, à mon avis, dans ce cas-là, rassemble les énergies. Ouais. Contributeur au bien commun, c'est un cap légitime, un cap fédérateur pour une entreprise, Nicolas? Alors, après, vu la complexité du monde individuel et politique aujourd'hui, je ne sais pas si on peut chercher ça, mais peut-être que le sens tel qu'on peut le voir et tel qu'on l'a vu en dehors de la loi Pacte et plus venir notamment des États-Unis, où ce mouvement avait été enclenché il y a quelques années, il y a quand même une finalité très pragmatique à l'américaine de rendre la mission intelligible. Alors après, j'y adhère ou j'y adhère pas en tant qu'individu, et ça c'est mes convictions, mes propres valeurs, mais au moins c'est clair à un instant T. Et cette mission, elle n'est pas inaliénable ni immuable, elle va pouvoir évoluer, et c'est aussi cette notion de pivoter et de s'adapter au business. Donc je pense que la notion de cap, elle est primordiale. À un instant donné, l'entreprise veut faire ça, de la mobilité, du bien-être ou que sais-je. Et puis, c'est un peu comme un aimant, comme une étoile polaire. Alors, plus comme un aimant qu'une étoile, parce que l'étoile ne bouge pas, mais plus comme un aimant de réaligner tout l'interne vers cette finalité-là. Après, si les gens ne veulent pas, libre à eux de s'en aller. Et c'est là aussi où ça crée plus de facilité à sortir par rapport au modèle que tu évoquais. On n'est plus pieds et poings liés à l'entreprise. Et ça a aussi radicalement changé. Donc, en toute connaissance de cause, en tant qu'individu, je choisis ou pas d'aller vers telle entreprise. Et c'est pour ça que derrière, en termes d'attractivité, ça va poser des questions fondamentales, parce que les entreprises qui n'ont pas fait ce travail-là vont avoir plus de mal à dire... On parle d'un avantage concurrentiel, pouvoir réaligner. Pia, tu voulais rajouter un point ? Je suis totalement face à ça. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé qui a forcé les sociétés à dire qui je suis en tant que société, qu'est-ce que je veux offrir comme différence aux personnes qui vont venir chez moi. Après, effectivement, le rêve, ça serait que tout le monde adhère. Mais ce n'est pas une obligation. Mon obligation en tant que société, c'est de dire ma mission, c'est ça. Je la partage de manière ouverte. Et dans les meilleurs du monde, les gens vont adhérer, mais ce n'est pas moi. Si vous vous reconnaissez, suivez-moi en tant que... Nicolas, il y a un exemple qui t'a marqué particulièrement ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Et puis surtout, ça va dans les deux sens. Parce que ça ne peut pas être toujours l'entreprise qui passe la puissance aux employés qui sont bassement serviles. Il y a un moment où l'intention doit être suivie de faits. Et il y a un exemple typique aux États-Unis avec CVS, qui est une grande chaîne de pharmacie. Alors, à l'américaine, ils ont un peu tout dans ces pharmas. Ils ont à peu près 7000 points de vente. Ils faisaient 10 milliards de chiffre d'affaires.
Et ils se sont posés il y a quelques années cette question du purpose, du sens. Et de manière... sans la loi Pacte, Arnaud, sans la loi Pacte. Sans la loi Pacte. Nicolas, c'est parce qu'en effet, ça vient des États-Unis. Tu connais, il y a un adage qui dit que les États-Unis vont inventer quelque chose, c'est copié par les Chinois et les Français vont légiférer. C'est effrayant. Claude réagira après. Finis ton exemple, Nicolas, te laisse pas perturber. Donc CVS, voilà, 7000 points de vente. Et à la question du sens, ils aboutissent, en faisant travailler aussi la collectivité, les gens autour d'eux, à se dire notre mission principale, c'est de contribuer au bien-être de chaque citoyen américain. Enfin, américain, partout on a des points de vente. C'est complètement dans le bien commun qu'on vient d'évoquer. C'est notre mission. Et là, de manière très intentionnelle, ils se disent quand même, dans nos points de vente, alors, on vend des compléments alimentaires, des crèmes, etc., mais on vend aussi des clopes. Et là, pour contribuer au bien-être des citoyens, il y a quand même pas mal d'études qui prouvent que c'est pas top. Donc de manière très intentionnelle, quasi du jour au lendemain, et pour aller et être conforme à cette notion de sens et à ce purpose qu'ils ont édicté, ils se coupent de toutes les cigarettes dans les CVS et ils font un write-off sur à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc là, en termes de preuve et d'engagement de la société vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis des gens qui travaillent pour elle, c'est un message ultra fort. La question qu'il faudra se poser, c'est en termes d'attractivité, quel impact ensuite HR vis-à-vis de ce geste fort. Claude, tu avais les moustaches qui frisaient. À défaut des cheveux. Pourquoi je dis que c'est effrayant ? En sociologie, la mission, le purpose, le but, l'objectif, c'est ce qu'on appelle un suprabut. Alors, je suis convaincu que les entreprises, elles cherchent à l'identifier, qu'elles ont besoin de l'adhésion de leur corps social, et que s'il y a une cohérence entre les intentions et les faits, c'est encore mieux. Mais je trouve qu'on est loin de la notion de sens. La notion de sens à titre individuel, elle régit des choix qu'on fait, qui sont des choix quasi vitaux. En l'occurrence, la relation au travail en France, on l'a beaucoup légiféré, pour revenir sur ce point, 6300 pages dans le Code du travail. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui permet de définir la notion de sens. Le sens n'a rien à voir avec le droit. Le sens, c'est quelque chose qui relève des neurosciences. Il y a des recherches et un neuroscientifique aujourd'hui qui a trouvé une zone du cortex qui définit que c'est très très ancien, cette notion de sens, la place dans l'humanité, la place sur la planète. Qu'on peut facilement croire, évidemment. Et comprendre. Et du coup, on s'inscrit dans un temps long. Alors qu'aujourd'hui, moi, j'ai une première réponse qui m'échappe totalement. C'est comment cela peut être compatible avec les temps courts de l'entreprise. Moi, on me demande à rendre des comptes pour demain matin. Donc, je ne peux pas rendre des comptes demain matin sur la masse salariale, sur les ratios, sur le turnover, sur l'absentéisme, sur les accords que je signe avec mes partenaires sociaux, et en même temps me dire, je vais réfléchir au sens que je vais donner à tout ce qu'on est en train de faire pour les 10 années qui viennent, à toutes les personnes qui sont présentes dans l'entreprise. On n'est pas là-dedans. Est-ce que le premier sens, justement, c'est pas le salaire à court terme ? Non. Ça, c'est le prix. Le prix, c'est le salaire, c'est la relation contractuelle, c'est comme le mariage, on se met d'accord sur un truc qui définit une réponse entre la loi de l'offre et la loi du marché. Mais ça ne donne aucun sens. Moi, ce que je fais n'a pas plus de sens dans une entreprise où je gagnais 30% de ce que je gagne aujourd'hui, parce que j'étais mieux payé. Ça a plus de sens que je fais aujourd'hui avec une approche en posture basse dans une petite PME parce que je connais tout le monde. Mais pour autant, je garde ce même conflit entre temps court et temps long. Et mon salaire n'a rien à voir là-dedans. Pia, je te sentais réagir. Oui, on avait justement cette discussion, c'est marrant, ce matin. Comment on fait... Chez Safran. Oui, chez Safran, avec mon chef, ce matin, pour dire comment on fait la différence et comment on arrive à faire cette mix entre les courts termes et les longs termes. Parce que ça, on est tous en face de la même chose. Et on s'est dit, finalement, si on veut préparer un peu le futur, parce qu'effectivement, on est dans des choses qui vont au-delà de notre quotidien, c'est super compliqué, mais on revient au fait, c'est plus une question de conviction. Si on y croit que c'est quelque chose qui va faire la différence dans le long terme, je suis désolée, mais il faut garder dans les 100% de notre quotidien, nous 5% dédiés à préparer ce qu'on va devenir demain. Et pourquoi, et qu'est-ce qu'on va faire, et quelle est l'empreinte qu'on veut laisser. Et c'est pas facile, hein, c'est beaucoup plus facile de le dire, mais ça m'a fait rigoler parce qu'on avait justement cette discussion tout à l'heure. Gouverner, c'est prévoir. Oui. Gouverner, c'est prévoir. J'entends tout à fait, mais la différence, de manière très simple, et pour prendre une analogie, temps court, temps long, la notion de cap, personne ne montrait dans un avion, alors sauf avec Qantas qu'il a fait sur le Flight to Nowhere il y a 2 jours, mais personne ne montrait dans un avion sans savoir où on va, à quelle heure on atterrit. Et pour autant, donc, à un moment, le cap et la montre, savoir où on va, c'est un peu la mission de l'entreprise et dire on va aller à tel endroit. Pour autant, il va falloir jouer avec les aléas qui peuvent être une météo changeante, etc., et s'adapter en temps réel. Donc c'est peut-être là où, de manière plus pragmatique et sans rentrer dans la science, et je comprends tout à fait ce que tu évoques, pour gérer des paquebots des entreprises qui vont aller de 10 à 20 à 30 000 ou à 150 000 employés, effectivement, les marges de manœuvre, les degrés de liberté sont bien moindres.
Et pour autant, il s'agit quand même de passer la puissance. Et on a tous vu ces moments où on faisait des trucs pour faire des trucs, ce qui a généré quand même dans beaucoup d'entreprises des sortes d'État dans l'État, des silos qui s'auto-alimentent de processus et qui se sont créés ex nihilo. Quelqu'un appelait ça les bullshit jobs. Oui. Alors, pourquoi ? Je suis pas complètement. Je suis pas sûr que ça ne serve à rien. Ça serait compliqué de dire qu'un responsable de paye sert à rien. Parce que du coup, je pense plus au contrôle de gestion. Je pense plus au contrôle de gestion. On pourrait très bien dire un groupe de paye devient un État dans l'État, machin. Non. À un moment, c'est juste de dire passons à ces gens-là, à tout le monde, et alignons tout le monde sur globalement ce qu'on veut faire de manière simple et intelligible en tant qu'entreprise. En gros, tu travailles chez Safran, d'accord ? Mais vous faites quoi chez Safran ? Si pour aider à chacun, l'homme de la rue ou à toi de demander mais Safran, vous faites des gros trucs compliqués ou pas, ou Sony, vous faites de la musique, non, c'est plus compliqué que ça. D'accord, c'est quoi le purpose ? C'est quoi ta mission ? Et c'est peut-être ça, ou de manière surfacique, chacun peut s'identifier ou pas. Isabelle, par rapport à cette discussion. Alors, chez Sanofi. Je vais peut-être revenir à un exemple très concret, encore une fois, parce que je trouve que ce qui se passe avec la crise de la Covid, ce qu'il faut dire la Covid, est assez instructive. Alors bon, j'imagine que vous avez tous des usines. Alors c'est toujours difficile quand on veut changer l'organisation du travail dans des usines. En général, on s'engage dans des négociations qui durent assez longtemps. Et donc, quand la crise Covid est arrivée, bien entendu, en tant que société pharmaceutique, on a dû augmenter nos productions de Doliprane, d'antalgiques, d'antibiotiques, beaucoup. Donc, il a fallu très, très rapidement qu'on augmente le nombre d'équipes. Et des négociations qui, je pense, en temps normal, auraient pris des mois, ont pris quelques jours. Et je pense que la raison pour laquelle ça a pris quelques jours, c'est parce que les gens ont trouvé un sens à ce qu'ils faisaient. Oui. Et un exemple que je veux partager avec vous, pour moi, le sens, c'est je fais quelque chose dans l'entreprise parce que je suis convaincue de l'impact que je vais avoir et je suis alignée avec cet impact plutôt que je dois faire quelque chose. Ça, c'est vraiment pour moi le sens, c'est les gens qui vont au-delà de ce qui est dans leur description de poste. Et l'exemple que je veux vous prendre, c'est quelqu'un qui travaillait dans les fonctions support et qui a dit « Je voudrais me former au packaging pendant la période de Covid et je veux travailler le week-end parce que c'est ce que je veux vraiment faire pendant cette période où il faut qu'il y ait un regain d'activité dans les usines. » Et ça, pour moi, c'est ça le sens. C'est « je fais ce en quoi je crois plutôt que ce qui m'est demandé de faire. » N'est-ce pas un sentiment d'utilité qui est recherché plutôt qu'une notion de sens quasi philosophique ? Je suis très utile parce que j'aide la société dans sa chaîne de valeur à réaliser quelque chose qui va être utile à tous. Voilà. Ça, pour moi, c'est un sentiment d'utilité dont on a tous besoin dans sa vie pro. Ouais. La notion de sens, pour moi, est plus philosophique. Est-ce que ça ne se rejoint pas, justement ? Je me sens individuellement utile à contribuer au sens que l'on donne, le sens collectif que l'on donne. Je serais absolument ravi qu'il y ait une convergence entre ces deux concepts. Et ça rendrait la vie du RH, voire du dirigeant, beaucoup plus confortable au quotidien. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Ce n'est pas le cas pour deux raisons. D'abord, il y a cette incompatibilité en termes de temporalité, celle qu'on évoquait tout à l'heure et que Pia a illustrée au travers de ces discussions en interne. Et puis, je pense qu'il y a une deuxième problématique, c'est qu'on prend des décisions le jour J sans savoir quelles seront ses propres attentes dans 3, dans 5 ou dans 10 ans. On ne prend pas des décisions aujourd'hui en sachant ce qu'on sera dans 10 ans et ce qu'on a pris la bonne décision pour la personne que je serai dans 10 ans. C'est l'illusion de la fin de l'histoire. Là, on a l'illusion que c'est la fin de la crise du Covid. On n'en est pas sorti. Et on devrait même éventuellement se préparer à la prochaine. C'est-à-dire, est-ce qu'elle sera écologique, économique, sanitaire, politique ? Mais se préparer à la prochaine. Est-ce que les décisions qu'on va prendre aujourd'hui ou les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, dans cette formidable table triangulaire, elles vont être prises en fonction de ce qu'on est en train de vivre, qu'on a vécu cet été, ou est-ce qu'elles vont être prises en fonction de ce qu'on va vivre dans la prochaine crise ? Moi, j'aimerais bien qu'on me réponde ça, parce que c'est ça le sens de ce qu'on va faire. Et qu'est-ce que tu dis, toi, à tes salariés, aux employés de Sony, justement, pour contribuer avec cette notion, je répète, d'émotion, pardon. C'est ça, tu travailles sur les émotions à la place du sens. Oui, et il n'y a rien de transposable à ce que je peux raconter comme testimonial. Parce qu'encore une fois, l'industrie culturelle et créative, elle ne sauve pas la société, elle ne fabrique pas de vaccins, ne recherche pas de molécules. On cherche un artiste qui va faire la chanson qui pourrait changer la vie des gens. Oui. Mais changer la vie des gens, ça ne veut pas dire que ça sauve la vie des gens. Je fais une petite distinction entre la changer et la sauver. On prend... Nous, ce qu'on fait,
c'est encore une fois en posture extrêmement basse, c'est se dire, si le temps qu'on va passer ensemble, comme dans la tragédie grecque, unité de temps, de lieu et d'action, ça suscite une émotion dans ce qu'on fait, et que cette émotion, on peut la partager, ou permettre à un artiste de partager ses émotions avec son public, on a atteint une mission. Ouais. Est-ce que ça donne du sens à ce qu'on fait au sens sociétal du terme? Tous les collaborateurs ne se retrouvent pas dans cette utilité. Mais le sens n'est pas forcément sociétal. Hein. Moi, je pense que le sens, il est aussi individuel. C'est le sens que moi, je donne à ce que je fais, voilà, tout simplement. Pour moi, être ici aujourd'hui, ça a du sens. Ouais. Ce n'est pas que RSE. On va révolutionner le monde des RH, mais ça a du sens. Quoique. Arnaud, c'est jamais. Arnaud, ce n'est pas qu'une vocation durable de responsabilité sociétale et environnementale. Ce serait obligatoire. Donc, on est bien d'accord. Sinon, tu légiférerais. Exactement, ouais, on légiférerait et peut-être que... Si je reviens à cette notion de grande entreprise, si une grande entreprise demain se plante sur cette notion de sens, n'arrive pas soit à la faire passer, soit à la fixer tout simplement, quels sont les risques qu'il y a derrière ? Alors, les risques pour la grande entreprise, en fait, je pense qu'il faut regarder la grande entreprise par rapport à son environnement. Donc, si la grande entreprise ne s'est pas inspirée, n'arrive pas à mobiliser, comme tu le disais, les personnes, le risque pour elle, c'est que les gens quittent cette grande entreprise parce qu'elles ne retrouvent pas quelque chose dont elles ont besoin. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'attractivité, d'engagement. Je pense que la notion de fidélisation, je ne sais pas, mais d'engagement, par rapport à ce que disait Isabelle, oui, c'est un point que je trouve important. C'est le point clé derrière. C'est un point important, oui. D'autres éléments je pense que pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, Claude, il y a, nous, on sait tous que le premier vecteur de candidature qualifiée dans une entreprise, c'est la cooptation. Et il n'y a rien de mieux qu'un employé qui, tout bêtement, à un instant T, et encore sans présager de ce que sera sa vie dans 5 ans, se dit « moi, je kiffe ce que je fais ». Et globalement... j'ai des copains, je suis chez Wordnet, la boîte est top, j'ai envie d'inviter des copains qui vont peut-être faire du marketing, pas de la vente, et leur dire viens chez nous, parce qu'au-delà des valeurs, on souhaite contribuer à ci, à ça, ça peut, en termes d'attractivité, c'est phénoménal. Alors après, sur la question de comment tu le raccroches à cette notion de sens ? Cette cooptation, c'est que le sens ou l'émotion. Le sens ou l'émotion. Tu peux être, alors pour prendre un exemple un petit peu extrême, on a un client qui s'appelle MBDA, ils font des missiles. Oui. Et c'est des missiles, donc c'est de la dissuasion nucléaire, de nucléaire jusqu'à plus bas. C'est vrai que c'est, in fine, c'est dur, c'est compliqué pour tout un chacun de se dire tiens, je vais aller faire des missiles parce que c'est un truc cool. Après, il y a le sens. Ils ne font pas des missiles pour tuer des gens, ils font des missiles pour contribuer à la dissuasion de chaque État qui en est dépositaire, pour protéger globalement les gens. Et si après, les gens qui sont à l'intérieur se disent moi, dans l'espace-temps qui m'est donné, mon boulot est génial et la boîte est top, parce qu'au-delà de la mission qui est salutaire, on kiffe. Je contribue à la paix. Ouais, je contribue à la paix et en plus, je m'éclate. OK. Oui. Chez Safran. Je reviens à mon point parce qu'effectivement, je ne crois pas qu'il y a un seul sens dans la société. Il y a plusieurs choses qu'on cherche à travers nous. Et il y a aussi cette notion de ce que je vais laisser dans l'endroit où je suis implantée. Donc, typiquement, quand je pense, effectivement, l'attractivité, l'engagement, c'est des choses fondamentales. Mais il y a aussi cette notion de dire, les gens vont venir parce qu'il y a quelque chose qu'on laisse dans la société, dans sa communauté. Il y a une marque, et ça, on le voit notamment dans les pays, bien sûr, on voit des situations difficiles, etc. Mais les gens, finalement, ils se disent, je veux venir parce que cette société est en train de changer quelque chose dans mon environnement. Et là, c'est là où il se trouve la différence entre dire, je viens chez Safran, je veux n'importe où. C'est dans la manière, dans les choses qu'on fait qui changent son quotidien. Et on les voit à travers la formation qu'on fait des salariés, on peut changer la vie des personnes. Et ça, pour eux, ça fait du sens. C'est une autre manière de donner du sens à nos actions qui vont au-delà effectivement de mon produit que je vais faire et si je vais faire des avions plus sûrs, moins polluants, etc. Ça, c'est un sens plus large, mais en concret, je pense qu'il y a aussi cette partie de dire, OK, qu'est-ce qu'on veut laisser dans les endroits où on va... Quel impact on veut laisser dans son environnement. Oui. Alors, cette notion de sens, est-ce qu'elle se formalise ? Est-ce qu'elle se rédige un peu comme... la raison d'être de l'entreprise? Est-ce que la raison d'être doit être alignée à cette notion de sens? Est-ce qu'elle doit être écrite déjà? Je vous pose à Arnaud. Alors,
Toi, dans tes recommandations, quand tu interviens en mission... Non, mais je ne sais pas s'il y a une recommandation, mais il y a des entreprises qui écrivent leur raison d'être. Et elles l'écrivent justement pour donner du sens à l'impact qu'elles peuvent avoir sur la société et puis pour attirer, fidéliser ou engager les collaborateurs. Donc ça, en pratique, oui, ça s'écrit. Et de cette raison d'être écrite à cette notion de sens liée à l'engagement des collaborateurs, quel lien on fait ? En anglais, ça se dit purpose, et donc c'est le mot qui veut dire aussi sens. Donc du coup, c'est la même chose en fait. Donc c'est la même chose, c'est la même formalisation alors après, on peut utiliser... Soit on le fait de façon un peu scolaire et on se dit on me demande de, et donc du coup on va se réunir et puis on va écrire quelque chose en demandant aux uns et aux autres de contribuer à avoir quelque chose d'un petit peu commun mais qui aura été partagé par tous. Bon, ça peut être intéressant comme démarche, mais c'est relativement court terme. Soit il y a certaines entreprises qui essayent d'aller vraiment au plus profond de l'impact qu'elles veulent laisser. Elles prennent beaucoup de temps pour identifier leur raison d'être et autres. Et c'est quelque chose qui est normalement destiné à rester. Donc, temps court, temps long, ils réfléchissent au temps un peu plus long. Après, est-ce que confronté à la réalité des crises, c'est quelque chose qui n'est pas, qui restera imperturbablement dans ce temps-là, c'est pas évident. Oui, variablement en fonction des différentes crises. Alors comment est-ce qu'on le formalise chez Safran, Pia ? Est-ce que vous l'avez formalisé ? Est-ce que vous l'avez écrit concrètement ? Comment donner ? Je vais prendre l'exemple. Comment le rendre tangible ? Oui, chez Safran, on a écrit une raison d'être qui est partagée avec tous les salariés. Quelle est-elle ? Et pour être plus concret, parce qu'effectivement ça, moi j'y crois, je pense que c'est Tu peux nous la dire, cette raison d'être Je connais certaines parties, je ne la connais pas par cœur. Parce que c'est un texte, comment ça se formalise ? C'est un texte assez large qui dit grâce à l'engagement de nos salariés et à l'innovation et à l'excellence opérationnelle, on fabrique et soutient nos services des solutions de technologie pour développer un monde plus sûr. Bon, il y a beaucoup de Pour développer un monde plus sûr. Je ne l'ai pas lu exactement comme il est complet. Moi, personnellement, encore une fois, chacun d'entre nous a essayé de se retrouver dans cette raison d'être qui est très large et qui touche 80 000 salariés. Chacun peut trouver sa manière. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, notamment avec la communauté RH qui porte d'une certaine manière une partie de notre mission, c'est comment on embarque des salariés, c'est de dire, OK, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Moi, que je fais telle chose, comment je me retrouve ? Donc, là, on a fait des choses très différentes et on est en train de travailler pour dire comment ça, qui est une phrase qui pourrait, derrière laquelle on pourrait mettre des milliards de choses, ça va être les caps de nos actions. Et là, pour la fonction HR. Pour la fonction HR. Et alors ? Et alors, là, c'est un exercice super intéressant parce que ce qu'on a fait, c'est de lancer une plateforme où on a laissé dire aux personnes, OK, vous avez cette vision. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Comment vous retrouvez C'est une plateforme en ligne. C'est une plateforme en ligne. Une plateforme de discussion. Une plateforme de discussion qu'on anime avec plusieurs réseaux. Donc, il y a une partie aussi d'engager nos équipes RH un peu partout dans le monde, qui c'est eux qui portent. On a décidé de ne pas les faire top-down, c'est une démarche plutôt en réseau. Et derrière, dire, OK, une fois qu'on l'a dit, exactement, moi, j'y crois très peu à cette notion de symposium magique. On va écrire une formule et tout le monde, maintenant, vous la prenez et on y va. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que les gens se disent, OK, moi, dans mon quotidien, comment je me retrouve ? J'aime bien cet exemple-là, on vient d'avoir avec la crise de Covid, une situation assez complexe. Je pense que vous suivez, on a eu des départs massifs partout dans le monde et c'est des situations que, effectivement, c'est un peu comme les missiles. Une fois que je fais ça, comment je trouve des sens, le fait d'un jour devoir faire 1000 chèques de départ parce que j'ai laissé partir 1000 salariés en Thaïlande, au Mexique, ou peu importe. Et c'est qu'on a essayé de dire, trouver l'essence. Et on y arrive. Parce que les gens, ils comprennent que derrière ces moments qui sont terribles, qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas... moi, la personne qui a préparé les lettres de départ, qui a dû rencontrer les salariés, derrière, il y a une notion de comment j'assure la pérennité de quelque chose de plus grand. Et donc, et ça, c'est ressorti de la plateforme ? Qu'est-ce qui est ressorti concrètement de la plateforme ? De la plateforme, il a sorti déjà comment on veut le faire, quelle est notre contribution à cette mission plus large, comment on prépare... En tant que HR, quelle est notre contribution ? Oui, exactement. Quel est le rôle qu'on veut jouer au sein ça, c'est vraiment sorti des équipes, du coup. Oui. Combien de personnes sur la plateforme ? 1500. 1500.
Avec une bonne participation? Ah ben oui, une bonne participation. Ce n'est pas encore fini, on doit finir d'ici à la fin de l'année, mais si. Oui, à peu près combien de personnes ont participé? Je dirais, dans la première partie, on a eu 50% de la population, sachant que c'était en période de crise et que la population RH est hautement sollicitée partout. Donc, c'est encore une fois pour ça que je reviens, il n'y a pas de moment idéal, mais c'est plutôt de dire, OK, on a pris la décision de continuer, parce que c'est ça qui va nous amener à être ce qu'on veut faire, qu'on veut être demain. Et donc, pour détailler un peu ce retour d'expérience, de cette plateforme-là, hein, c'est des forums de discussion, comment ça s'est matérialisé? Chacun pouvait exprimer une idée, la manière dont chacun se raccroche à cette notion de sens, c'est ça? C'est plus... Et ensuite, vous avez créé quoi? Des communautés d'intérêt. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes... On a choisi 7 sujets clés. À partir de là, donc, effectivement, quel va être le travail demain, quelle va être la manière dont nous allons apprendre, quel va être le leader de demain, etc. À partir de là, les gens étaient libres d'aller participer dans les fils de discussion qu'ils voulaient. Et derrière, comment ça s'est transformé? Ça s'est transformé à choisir les 4 axes clés sur lesquels on veut travailler, qu'on considère que dans tout le monde, chez Safran, sont des axes primordiaux. Et à partir de là, comment ça se décline en action concrète, peu importe où tu es. D'accord. Et donc, on est dans cette partie-là. Et ça s'anime. Donc, la dernière phase sur la déclinaison. Et les 4 axes, si tu peux nous les... Oui, la première, c'est l'organisation du travail. Oui. C'est une réflexion autour de comment ça va être quoi et la relation même au travail qu'on va voir dans toute la demande. La deuxième partie, c'est la responsabilité de l'entreprise. Donc, il y a une partie CSR. Moi, je n'aime pas trop le terme branding parce que je trouve que c'est un peu de window dressing. Donc, il y avait beaucoup de dire on va travailler sur le branding. Oui, le branding, s'il n'y a pas derrière quelque chose, ça ne sert pas beaucoup. Donc, on a fait les liens à dire OK, oui, on veut faire des branding parce que c'est important attirer des gens, mais avec quelque chose de plus solide. Donc, il y a aussi toute cette notion de CSR, RSE en français. Ouais. Et après, on a 2 sujets qui ont plus à voir avec la communauté. Quel va être le profil des personnes qui vont faire de la RH chez nous dans les années à venir? Donc, comment on travaille sur ça. Et le quatrième, comment on fait vraiment une communauté RH au niveau monde, sachant que Safran est issu d'un conglomérat de sociétés, donc même si ça fait déjà quelques années, on a encore des choses à travailler. Bon. Intéressant, c'est de bonnes discussions du coup qui sont déclenchées à partir de cette notion de sens. Chez Sanofi, alors, plus facile, pardon, en période de Covid, de se raccrocher, déjà de le définir et de raccrocher tout le monde. Je pense que quand on est dans le domaine de la santé, c'est plus facile de trouver un sens, mais enfin bon, c'est pas non plus complètement évident. D'ailleurs, avec Sanofi n'a pas de sense of purpose qui est défini. Sanofi Pasteur, par exemple, qui est la filiale qui fait les vaccins, a très clairement une raison d'être qui est définie, qui est que personne au monde ne doit souffrir ou mourir d'une maladie pour laquelle il existe un vaccin. Voilà, donc c'est la raison d'être et c'est pour ça... Mais c'est qu'une filiale du groupe. Voilà, donc je pense le sujet du sens ou du sense of purpose de Sanofi, c'est un sujet probablement sur lequel on va travailler, mais je pense que le point qui est important, parce qu'après on peut en effet produire quelque chose, mais ce qui est important, c'est que ça parle aux gens. Et puis que ce soit vrai, c'est-à-dire que ça soit traduit dans les faits et que les gens puissent se reconnaître et comprendre, puissent faire le lien entre voilà ce que je fais moi tous les jours et puis voilà une vision ou un sense of purpose qui est quand même plus collectif. Je pense que c'est la cohérence. Alors, mais concrètement, comment le diffuser si la raison d'être n'est pas définie, s'il n'y a pas une seule et même phrase qui raccroche tout le monde? Disons que ce qui raccroche quand même tout le monde quand on est à Sanofi, c'est de sauver des vies, c'est de guérir des maladies et de prévenir des maladies. Voilà, globalement, c'est ce qu'on fait. Hein. Donc, je pense que quand on est dans le secteur médical, le sens de ce qu'on fait est quand même assez évident quelque part. Alors, la diffusion, et je pense que le lien, le raccrochage, c'est la cohérence, c'est-à-dire la cohérence entre donc ce purpose, entre la stratégie qui est déclinée, c'est-à-dire les choix qu'on fait, comment on alloue les ressources autour de ces choix-là, parce que si ça c'est pas cohérent, c'est ce qu'on appelle du bullshit, hein. Et c'est au niveau culturel aussi, hein, c'est ce que l'on va encourager et ce qu'on va décourager. Donc, par exemple, à Sanofi, on a toute une
toute une initiative culture que l'on a faite dans le cadre justement de la nouvelle stratégie, la nouvelle organisation, des choix qui ont été faits autour de certaines aires thérapeutiques, où il y en a où on a dit ça on va plus investir, il y en a d'autres dans lesquelles on va investir, et on a décliné les comportements qui nous semblaient, et ça on l'a fait, ça a été on l'a fait avec 200 leaders, donc ça a été du bottom-up. On a décliné les 4 comportements qui nous semblent absolument fondamentaux, justement, pour avancer tous dans cette direction. Et ce qui est important, c'est pas forcément les 4 comportements, c'est la cohérence entre avoir un purpose, une stratégie, des allocations de ressources et des comportements et que tout ça se soit aligné. Je pense que l'alignement et la cohérence, c'est absolument fondamental. Okay. Nicolas. Après, il faut aussi garder à l'esprit, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est pas l'élaboration d'une profession de foi, sans rentrer dans le domaine, ni d'un programme politique, mais il y aura quand même des déclinaisons. C'est-à-dire qu'au-delà du sens stricto sensu, il y a quand même une déclinaison qui souvent va être confiée au patron de BU pour redonner une couche de sens à cette vision-là dans votre contexte à vous. Et ça, c'est très important aussi de ne pas se dire... Au patron de BU ou au middle manager, qui lui doit animer son équipe bien de 10-12 personnes et qui concrètement doit avoir cet alignement. Quels outils on lui donne ? Les outils, au-delà de l'outil, l'ambition... peut contribuer à ça ? Bien sûr, parce que l'ambition première, c'est de simplifier la vie de ses middle managers. À un moment, on a tous vécu ce moment où le middle manager devient la réponse à tout et doit s'occuper des gens, en même temps passer la puissance justement d'un cap qui change en permanence, respecter la culture et de tout faire. Donc, le but, c'est aussi une des parties de redonner du sens, c'est reclarifier sa mission et qu'il refasse ce qu'il est venu faire, son métier de base, ce qui l'excite. Vraiment. Donc l'idée, c'est de lui simplifier la vie. Alors, on ne va pas pallier, bien sûr, qu'il doit connaître les bonhommes dans son équipe, il doit connaître leurs prénoms, mais avoir des équivalents d'assistants personnels. Aujourd'hui, mon smartphone va me dire, tiens, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un tel, passe par là si tu veux arriver à l'heure à ton rendez-vous. Peut-être que demain, des solutions comme Workday, une solution comme Workday le fait aujourd'hui, va apporter ce même niveau d'assistant personnel digital aux responsables d'équipe. Pour les simplifier la vie au maximum. Alors, c'est pas forcément le manager augmenté, mais c'est lui apporter une information dont il peut avoir besoin et surtout contextualiser. En fait, le gros problème de tous les systèmes qui ont pu être vendus auparavant, qui ont pu exister auparavant, c'est qu'ils produisent énormément d'infos, ils captent beaucoup de données, ils produisent énormément d'infos, mais jamais contextualisées. Et ça, moi, en tant que manager, si ça me prend autant de temps de le recontextualiser que de le faire moi-même ou de juste pas m'en soucier, ça me sert à rien. Donc, un des gros paradigmes qui sont complètement nouveaux avec une solution comme Workday, c'est de changer radicalement l'approche même pour le manager. Alors après, lui, une fois qu'il a ça, c'est lui qui va passer la puissance et dire finalement, utilise peut-être le sens, le purpose, la raison d'être de l'entreprise, juste comme un détrompeur. Et il n'y a peut-être pas besoin de suringénérer le système en te disant, ce que tu fais là, est-ce que ça sert à augmenter le bien-être des gens? Est-ce que ça sert à augmenter la satisfaction client? Est-ce que ça sert à ci ou à ça? Ça peut être, dans certains métiers, peut-être aussi simple que ça. Arnaud, comment on fait pour raccrocher même les personnes qui ne sont ni au siège, qui sont sur le terrain, qui sont dans une usine? Comment on arrive à diffuser le sens qui est donné du central, un peu en hégémonie? Comment on fait pour les raccrocher? Quel outil on donne au middle manager? Je ne sais pas si c'est un outil qu'on donne au middle manager, mais je crois quel outil, quel levier? Je crois beaucoup à la mobilisation de la ligne managériale, en fait, pour s'assurer que l'ensemble des collaborateurs soient impliqués. Et donc, et là encore, je ne sais pas si je parlerai en termes d'outils, mais tout à l'heure, Claude, tu parlais de l'incertitude. On est dans un monde d'incertitude. Une manière de travailler avec les middle managers, justement, c'est de les armer de façon à ce qu'ils soient en mesure de bouger dans cette incertitude, de se dire, dans telle situation, voilà ce que je peux faire, et puis de ne pas nécessairement avoir quelque chose de bien déterminé, mais de leur laisser la possibilité de réagir, d'anticiper les choses et tout ça. Donc je pense que la mise en place de pratiques managériales qui permettent aux uns et aux autres de naviguer dans cette période d'incertitude, c'est un point qui est Tu as des exemples pour illustrer? Ouais, en fait, quand tu es sur typiquement des
dans des organisations qui sont par exemple très hiérarchiques et que tu veux les bouger, faire en sorte que tu donnes beaucoup plus de place à une initiative au terrain, eh ben, tu es obligé de couper le côté hiérarchique pour donner plus de place au terrain. En pratique, par exemple, tu peux t'assurer que les contraintes du central, donc les contraintes du corporate, que ce soit en termes de reporting, en termes de tout ce que tu veux, soient stoppées, de façon à ce que, d'un autre côté, des personnes soient en mesure de regarder le sens de ce qu'elles veulent faire et puis d'essayer d'y travailler par leur propre chemin. Donc c'est les protéger pour qu'elles puissent, comme tu disais, s'éclater ou reprendre le sens de leur travail. Donc ça, c'est un exemple. Claude, c'est ce qu'on fait chez Sony. On arrête le reporting on pour mieux s'éclater. On n'en a jamais fait. Ce que je souhaite, c'est qu'on commence surtout pas. Parce que alors, mais juste, vous êtes combien chez Sony? France? Oui. Moins de 300. Moins de 300. PME. Et dans le monde? Sony Music ou Sony Sony Music, puisque c'est là. Sony Music dans le monde, moins de 10 000. Moins de 10 000. Et alors, comment on manage? Et Sony, 300 000. Oui. Comment on manage? Et juste la philosophie, ou en tout cas l'approche que tu décris sur la France, est-ce qu'elle se décline au niveau Sony Music? Est-ce qu'elle se décline au niveau Sony Global ou pas? Parfois oui, parfois non. Il y a quand même quelques filtres culturels où notre société française a des spécificités qu'il n'est pas toujours aisé à exporter, surtout face à des cultures anglo-saxonnes ou des cultures nippones. Ouais. Il y a des choses qu'on a expérimentées en France dans cette approche de recherche et développement qu'on évoquait tout à l'heure. Et la fonction RH s'est beaucoup interrogée humblement sur le comment. Il est indiscutable qu'une belle phrase sur le siège d'un grand groupe, ça a du sens, ça a du poids. Mais le manager, la façon dont il incarne cette phrase et la façon dont il va mettre en œuvre une éthique managériale pour s'assurer que dans le microcosme qui est le sien, celui de son équipe, les gens vont adhérer, je pense que ça, c'est plus important que la phrase. Et l'éthique managériale, elle est soit le maillon fort, soit le maillon faible du système. Si votre manager direct est un gros pervers narcissique, les valeurs de l'entreprise peuvent être exceptionnelles, mais votre quotidien, il est pourri. Ça sera un enfer. Il est pourri. Si votre manager, il est un petit peu loin des valeurs de l'entreprise, mais au quotidien, il connaît votre prénom, votre date d'anniversaire, et que le jour où vous arrivez un petit peu froissé, parce qu'il s'est passé un truc difficile dans votre vie privée, il s'assoit un quart d'heure, et c'est la première personne à vous demander comment ça va marcher. Ça, c'est de l'expérience. Et cette expérience-là, on la décline de manière extrêmement simple dans cette maison, c'est qu'on considère que, puisqu'on est à taille humaine, définitivement, c'est un enjeu de communication, c'est un enjeu d'attention, on parlait de symétrie des attentions, on va apporter autant d'attention à nos collaborateurs qu'on apporte à nos artistes, et on va même essayer de les accompagner comme on accompagne nos artistes, à savoir, il y a des temps forts, il y a des temps faibles, et dans les deux cas de figure, éthiquement, on se doit d'être irréprochable. Irréprochable dans la fonction RH, irréprochable dans la fonction managériale, et c'est un vrai travail d'incarnation. Ça intéresse l'international. Ça, les Japonais s'y intéressent, les Américains s'intéressent, se disent comment en France, on a pu considérer que la courroie de transmission la plus efficace était le middle manager, mais tout simplement parce qu'on lui a dit si éthiquement parlant, tu es irréprochable, tu verras, les objectifs vont s'aligner. Et on va te donner les moyens de le faire, jusqu'à reconnaître tes échecs et à te permettre d'en être fondamentalement fier. Échoue encore, échoue mieux en management, parce que c'est une science humaine et c'est pas une science exacte. Mais alors, est-ce que c'est pas simplement la notion où ça ne tient pas à la capacité à laisser du temps au manager? Oui, mais à moins faire de reporting, à avoir une journée complètement libre ou quasiment libre. Est-ce que ça ne tient pas à cette capacité-là? Je suis absolument d'accord. En fait, je crois que cette notion de temporalité, elle est la matière première ou le métaux le plus précieux qu'on peut donner à un manager. Tu as le temps. Tu as le temps de t'occuper de ton équipe. Plus que faire du reporting. Mais c'est la ressource la plus rare aussi. Indiscutablement, je préfère 25 bons middle managers qu'un président. Un poisson pourrit toujours par la tête. Bon, alors, je pense qu'il y a une notion qui est très importante. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Mais je pense qu'il y a une notion qui est super importante, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire que deux choses. Il faut faire confiance aux middle managers parce que les changements se font avec eux ou ne se font pas. Ouais. Ils ont un pouvoir d'influence dans l'organisation qui est très, très important. Énorme. Et la raison, c'est parce que les gens, les équipes en qui ils ont confiance, c'est pas la personne qui est tout en haut, c'est la personne à qui ils parlent tous les jours. Ouais. Et qui les regardent dans les yeux et, comme tu l'as dit, qui sont au courant de ce qui se passe dans la famille, etc. Et je pense que cette notion de confiance, elle est hyper importante
il faut vraiment remettre les middle managers à leur place et leur redonner le pouvoir, l'entièreté du pouvoir dont ils disposent, parce que c'est dans l'organisation sont les gens en qui les gens ont confiance. En lien direct. Ouais. Et alors, vous y arrivez à leur redonner du temps, cette carte de confiance? C'est un vrai challenge. Ouais. Comment on fait? Un vrai challenge. Il faut. Si je, non, mais je suis d'accord, on est tous d'accord pour dire qu'il faut, mais comment? Il faut forcer un comment, peu dans un contexte où, en plus, ils se prennent, pardon de faire la défense des middle managers, mais ils se prennent en plus tous les programmes de transformation dans tous les sens, qu'on leur promet. De retour d'expérience. De retour d'expérience, merci. Un premier, c'est leur donner le temps et leur permettre de désapprendre ce qu'ils ont fait pendant 5, 10, 15 ans de middle management auparavant, parce qu'on sort quand même de décennies de middle management et de management à la franco-française très napoléonienne. Je sais, l'entreprise libérale. Micro-management, on peut. Mon Dieu, on peut appeler ça comme on veut, mais alors franchement, sans commentaire ou sans jugement de valeur, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était quand même. On commence par désapprendre. Donc, désapprenez ce que vous avez fait pendant 5, 10, 15 ans, mais la façon dont ils ont même été formatés. Au 19e siècle, au 20e siècle, avec, etc., etc. Et puis, la deuxième des choses, c'est leur apporter la reconnaissance dont ils ont eux-mêmes besoin. Parce que dire, tu donnes à ton équipe, mais qui donne, reçoit, certes, mais il faut s'occuper d'eux, et s'occuper d'eux en premier. Ça veut dire qu'ils ont besoin de reconnaissance, d'autant plus qu'eux, ils vont devoir la démultiplier. Et cette notion de transmission, elle est essentielle. Je donne, il va donner à 10, etc., etc. Je passe comment on fait chez ça? C'est simple. Alors, comment on fait la fonction RH? Je ne réponds à aucun email, j'allume jamais mon ordinateur, je passe 99% de mon temps avec les middle managers de la maison. J'ai pas besoin d'ordinateur. Mais c'est le choix d'une boîte à taille humaine. 300 personnes. J'ai travaillé dans un groupe de 70 000, c'était fondamentalement inopérant. Je me sentais fondamentalement inutile. Et en tant que DRH, j'avais pas de levier pour faire ça. Dans une maison de 300 personnes, quand tu arrives le matin et que tu vas t'adresser en tout premier lieu à ces gens qui vont être la courroie de transmission, l'interface, on peut appeler ça comme on veut, là, il y a un exercice d'utilité directe. Mais c'est valable, 52 rue de Châteaudun, dans une PME de 300 personnes. Il y a des cas applicables dans un groupe gigantesque comme Sanofi. Comment on fait pour leur donner du temps? Je pense que il faut déjà... c'est super compliqué. Ça, il faut le reconnaître. La deuxième chose, c'est, encore une fois, il faut que ce soit cohérent du sol au plafond. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut, en tant qu'entreprise, qu'on prenne la décision d'arrêter un certain nombre de reporting qui ne servent pas à grand-chose et que personne ne regarde, ou il y a des gens qui regardent puis ils n'en font pas grand-chose. Donc, il y a tout un système de re-engineering, quelque part, des processus et de la gouvernance d'une société. Mais il n'y a pas de recette magique. Il ne suffit pas de le dire pour que ça arrive. C'est un changement qui est hyper profond. C'est un processus de simplification, l'objectif de la fonction RH. Oui, totalement. Totalement. Voilà. C'est le grand défi, Nicolas, que les HR ont face à eux? Enfin, le grand défi, alors, je pense que le défi, il n'est pas côté RH. Le défi, il est aux côtés de l'entreprise, d'admettre, et pour faire écho à ce que tu dis, qu'il y a des managers qui sont des mauvais managers, tout simplement. Il faut être capable de le dire, parce que pendant 20 ans, même plus, on a vécu dans un monde où l'expert, ayant prouvé que, devient manager, et peut-être ça ne l'excite pas, s'il ne sait pas faire, il ne sera pas bon. Et il faut juste avoir le courage, à un moment, en termes d'entreprise, et ce n'est pas un courage RH, c'est le courage de l'entreprise, de dire tous les managers ne sont pas bons, et pour détecter ça ne se détecte pas une fois par an. Parce qu'en fait, le système peut dériver, on ne mesure pas dans l'absolu. Donc il faut mettre en place des capteurs partout, de manière régulière. Et il y a des entreprises aujourd'hui, Great Place to Work est plutôt bon là-dedans, et introduit des nouveaux modèles. On ne va pas le faire une seule fois par an, mais de manière continue. Et de plus en plus, on arrive dans ce truc-là parce que si on est 300, c'est facile. Quand on est 10 000, c'est plus compliqué. Quand on est 50 000 répartis dans le monde, ça devient quasi ingérable. Ce n'est pas un enjeu de fonction, c'est un enjeu de gouvernance. C'est la gouvernance. On est sur une approche systémique des choses, mais qui consiste à simplifier les choses. Or, il n'y a rien d'incompatible. C'est comme ça a été dit, c'est très difficile. Mais pour autant, on est bien dans la fonction RH, dans cette notion de transmission entre une approche systémique et une logique de simplification. Là où on s'est dit, plus on va complexifier les choses en les mesurant, plus ça va être efficace. Non, ce n'est pas une question de procédure, ce n'est pas une question de process. Alors nous, on légifère, il y en a qui inventent et les Chinois qui font je ne sais plus quoi, j'ai oublié, tellement ça ne m'intéresse pas. On est bien sur un positionnement de simplification. Et dans la société actuelle, sous la pression médiatique diverses et variée des nouvelles technologies, c'est à la fois simple et compliqué. Bon,
on a tendance à voir le côté, le verre à moitié plein, en disant que ça peut tendre à la simplification et à la facilité. Je pense qu'il ne faut pas non plus chercher une solution unique. Dans une entreprise même, entre les gens qui vont être en usine, comme tu disais, en R&D, le besoin d'accompagnement d'autonomie va être radicalement différent. Entre ceux qui veulent juste qu'on les aide à grandir et ceux qui veulent une aide à côté pour savoir dans quel sens mettre le truc, et il n'y en a pas un mieux que l'autre. On a besoin de cette variété-là. Avoir les bons capteurs au bon endroit, être capable de saucissonner justement les données contextualisées, c'est fondamental. Pour savoir, en gros, est-ce que les gens se sentent bien ou pas. Tu as une bonne pratique ou C'est une bonne pratique, c'est très pratique. On parlait de gouvernance et de désapprendre ce que l'on a appris. Eh bien, on travaille avec certains clients sur la notion de gouvernance, de passer de ce qui s'appelle steering committee, donc je viens et je regarde, à supporting committee, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que quand vous rentrez, que vous êtes dans un steering committee, vous devez rendre des comptes. Quand vous rentrez, que vous faites partie d'un supporting committee, les gens sont là pour vous aider. Et ben, cette attitude, elle est différente. Et quand les gens sont là pour vous aider, eh bien, vous réinstaurez un lien et vous n'êtes pas uniquement avec quelque chose, un marteau pour faire passer des messages. C'est un tout petit exemple, mais ça fait partie des choses qui peuvent être ensuite généralisées. Discours de confiance de Nelson Mandela à sa prise de présidence. Je ne vais pas diriger mon peuple par l'avant, je vais marcher à l'arrière et accompagner ceux qui auront le plus de difficultés. Nelson Mandela, c'est exactement ça. Ouais. Quelle exemplarité en termes de gouvernance. Et homme indiscutable sur le choix des valeurs et du sens. Ouais. Je ne pensais pas qu'on allait citer Nelson Mandela, futur Fetchard 2020. Mais c'est fait. Je peux citer Stromae qui a écrit des choses formidables aussi sur les relations humaines. Avec plaisir. Quelques bonnes pratiques, quelques échecs à éviter. Je pense qu'une des bonnes pratiques, et je reprends un peu tout ce que vous venez de dire, c'est finalement une des choses qu'on a appris, c'est qu'il faut beaucoup communiquer pour que les gens sachent ce qui se passe, même les choses qui ne se passent pas bien. Une des choses qu'on a vues, c'est effectivement quand on s'est lancé dans toute cette démarche, etc., qui paraissait super sexy au début de l'année, c'était en janvier qu'on l'a lancé, et tout de suite, en mars, on s'est retrouvé en phase de Covid. Et là, c'était un peu ridicule de continuer à les solliciter parce que tout le monde était sous l'eau. Et à un moment, on a dit, bon, on a des choix très clairs. Soit on ne fait rien, on fait les morts, et ça sera une autre initiative qui s'arrête. On reprendra la rentrée. Soit on fait le choix de communiquer et dire, bon, on acte, que c'est compliqué, qu'il va falloir s'adapter, qu'on ne savait pas quoi faire. Et on communique tout au long de la crise pour que les gens sachent que ce n'est pas mort et qu'on est en train de repenser en même temps. Et on a fait ce choix. Ce n'était pas simple. On a entendu de tout. Il y a certains qui l'ont compris, qui n'ont compris, etc. Mais le fait, c'est que quelques mois après, effectivement, la crise est loin d'être finie. Mais au minimum, on a réussi à garder un lien et il y a quelque chose qui s'est passé. Et je pense que de quelque chose qui, à un moment, on était, vous êtes complètement fou, donc c'est pas le moment, c'est pas bien, vous êtes en train de solliciter les personnes, ils sont déjà débordés, c'est ridicule, c'est superflu. On a dit, c'est pas une question de timing, il n'y a jamais un bon timing. Oui. Soit on est convaincu que ça sert à quelque chose, si ça ne sert à rien, on arrête de le faire. Si personne n'est intéressé par trouver l'essence, pourquoi on continue? Et du coup, vous l'avez continué en plein Covid. On a continué. Avec une manière. Et le résultat, c'est que quelques mois après, là, ça commence à prendre du sens, dans une forme totalement différente. Mais ça a passé par reconnaître qu'on ne sait pas tout. On n'a pas toutes les réponses. Peut-être qu'on va faire des erreurs, mais on sait pourquoi on va le faire. Et là, cette partie, pour moi, je pense, pour faire contrepoids aux erreurs, c'était derrière la conviction que c'était quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement pour faire joli ou faire des choses que la loi nous demande, parce que là, on était sur beaucoup. Franchement, je pense que ça a été une des choses que pour moi, je garde après cette période. C'est loin d'être fini, on ne sait pas la forme que ça va prendre, mais une chose qu'on a appris, c'est à réagir et s'inventer de manière continuelle. Peut-être un cas spécifique, il y a peut-être des jeunes qui participent, donc les nouvelles générations, les millennials, les X, les Y, on les appelle comme on veut, mais j'entends souvent, en tout cas on lit très souvent, que les jeunes ont particulièrement besoin de sens. On le dit assez souvent. Alors quelles sont leurs attentes spécifiques ? Qui se lance? Question très difficile. Je ne suis pas du tout d'accord. Non, tu n'es pas d'accord? Non, c'est pas que je crois pas au... Enfin, je pense que tout le monde a besoin de ce niveau de service, quel que soit l'âge. Donc, je crois assez peu à ce principe de génération. C'est pratique, hein, parce que ça permet d'avoir des grandes caractéristiques assez schématiques. Mais je suis quand même convaincu que si on demande aux gens, quel que soit leur âge et leur seniorité dans l'entreprise, de s'exprimer, ils vont le faire. Et ça, nous, on le voit dans toutes les entreprises auxquelles on est confrontés qui font ça. Ils ont des taux de réponse hallucinants.
sur des sondages avec des questions ouvertes, où généralement les gens ne vont pas trop. Mais pour faire écho à ce que tu dis, on est vraiment dans la notion d'impliquer ses fédérés. Et pour fédérer les gens, il faut leur laisser l'espace pour parler. Alors pour parler et évaluer, il y a aussi des notions un peu de focus group où on fait venir les employés qui évaluent, qui disent « ouais, ça j'aime pas, ça... » Et je pense que ça transcende très largement l'âge. Alors oui, on va dire la maîtrise des réseaux sociaux par les jeunes générations est plus simple. Alors oui, c'est des canaux de com, mais on ne peut pas aujourd'hui privilégier le canal Insta versus le gars qui vient en disant « moi j'aime pas ça » le matin. Non mais c'est au-delà du canal, hein. J'étais plutôt sur l'approche. Pia, selon toi, les générations, les jeunes générations n'ont pas une attente particulière vis-à-vis de l'entreprise? Je pense qu'elles l'expriment plus facilement. Et je pense que c'est des générations qui, effectivement, n'ont pas appris des choses qu'on a appris dans les anciennes générations. Donc, et ça arrive plus facilement à dire, pour moi, ça, c'est important. Ouais. Et je pense que c'est plus ça, heureusement, ça arrive. Donc c'est plus une question d'exigence. Oui, mais je suis totalement d'accord. Je pense que quand on commence à parler, tout le monde a le même besoin derrière. Ce n'est pas une question d'âge, c'est seulement qu'il l'exprime de manière plus simple, parce qu'il ne s'était pas formaté de la manière de « je viens au travail, je ne me pose pas la question, je fais ce que mon chef m'a dit, j'obéis ». Et puis il y a une différence de savoir-être entre les générations. Oui. C'est plus ça que les besoins de sens. C'est-à-dire qu'il ouvre plus. Alors moi, je pense que la grosse différence, je ne pense pas qu'il y ait de différence, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que tout le monde a besoin de sens. Oui. La seule chose, c'est que probablement, en tout cas moi c'est ce que j'observe, les jeunes générations, elles sont beaucoup plus libres. C'est-à-dire que quand ça ne leur plaît pas, quand il n'y a pas de sens, quand ça ne correspond pas à leurs valeurs, elles vont aller voir ailleurs. Et ça, c'est nouveau. Et c'est très bien, parce que c'est, je pense... Là où une génération moins jeune va pouvoir... va courber le dos, et puis voilà. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Je trouve qu'ils sont plus libres. Ouais. Ils ont des... et probablement, c'est parce que c'est plus important pour eux. Leur réaction par rapport à ça, voilà, c'est de changer. Bon, ça ne me plaît pas, je ne suis pas en accord avec les valeurs, je ne suis pas en accord avec la mission... je vais aller voir ailleurs. Et ça, je pense que c'est bien, parce que c'est ce qui va nous faire progresser. Oui. Moi, je pense que j'ai une part de responsabilité à ce changement de savoir-être chez la jeune génération. Moi, pendant 20 ans, j'ai fait des RH en commençant les réunions par « on n'a jamais fait comme ça » ou « on a toujours fait comme ça avant » ou « oui mais ». Je pense que j'ai usé la nouvelle génération avec ce type d'approche de la RH et qui m'ont obligé à désapprendre. C'est vrai que c'est particulièrement frustrant. Et tu commences comment dans tes réunions? Mais je me suis interdit d'utiliser ces expressions. On a, par exemple, pendant le confinement, là, chez Sony, on a banni ces expressions idiomatiques de l'entreprise. Nous n'avions pas le droit de citer ces expressions en réunion. On a toujours fait comme ça avant, c'était interdit. Et j'espère que ça va durer un peu. Et ensuite, ils ont moins de filtres. C'est ce que disait Isabelle. Ouais. Ils ont moins de filtres. Ils ont moins de filtres, ils sont plus libres. Probablement une liberté gagnée, ou alors à quel prix? Parce qu'il y a certainement des compromis qu'ils doivent faire sur autre chose. Ou c'est un coût, cette liberté-là. Il y a une forme de précarité, mais cette précarité-là, il l'absorbe, il la digère, il la gère, semble-t-il, avec moins de coûts que nous. Mais laissons-les vieillir un peu, on va voir comment ça va se passer quand ils vont penser à la dizaine d'après. Et puis je me demande bien comment les 10, 15, 20 d'aujourd'hui qui ont vécu le Bataclan, les Gilets jaunes, la grève, le confinement, le Covid-22, comment eux vont faire quand ils vont arriver dans le monde de l'entreprise en étant les rois du speed dating. Nous, RH, qu'est-ce qu'on va faire de cette génération-là? D'ailleurs, moi je serais un anachronisme, je serais parti depuis longtemps, mais qu'est-ce que va faire les nouveaux RH de cette nouvelle génération qui est en pleine construction aujourd'hui? C'est une bonne question. Utopie ou dystopie? Futur Afetchar 2030, qu'est-ce qu'on se dit? Moi j'ai la chance d'intervenir dans des séances de formation justement des futurs RH. Et c'est vrai que c'est pas la discordance, mais la dissonance entre cette sorte de besoin. Je me suis vu présenter en disant voilà, la plateforme Workday, vous avez toutes les données sur tous les employés. Et là, je vois 40 jeunes qui se dérèglent complet. Genre, ah, mais comment ça? Mais vous avez des données sur les employés? Ouais, c'est quand même un peu requis, ne serait-ce que leur nom, prénom, compte bancaire pour les payer. Mais non, mais moi, je veux pas. Et c'est vrai qu'à côté de ça, le parallèle, c'est que la vie privée n'existe plus. Tout est sur Insta, tout est sur Facebook. Et ils ont give up, comme disent nos amis américains, sur tout un pan de leur vie privée qui n'existe plus. Et à côté de ça, il y a une défiance ultra forte par rapport à ce que l'entreprise peut détenir sur vous ou se dire « l'entreprise a le droit de vie et de mort ». Alors, tu as tout à fait raison, je suis complètement d'accord. On a tous contribué peu ou prou à faire grandir ce mythe de l'entreprise omnipotente. Mais je crois aussi très fortement qu'il va y avoir un principe de réalité qui va s'appliquer là-dessus. C'est-à-dire
Sans faire d'analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un peu comme la vie. Il est rare de se mettre en couple avec ta première petite copine de 16 ans, quoi. Et il y a des moments dans la vie où tu as envie de changer, tu as besoin de changer parce que le truc est plus en phase. Il y a d'autres moments de vie, et après, ces moments de vie, mes parents... Mes grands-parents étaient plus dans un modèle où on ne se sépare jamais. Ça a changé de manière sociétale. Je pense qu'avec l'entreprise, c'est juste à l'aune. Et ce qu'on disait en préambule, la perméabilité de la vie... personnelle et professionnelle. Ouais, c'est de plus en plus fort. Si on est obligé de légiférer sur le droit à la déconnexion en France en se disant maintenant le truc est trop perméable, on ouvre ses mails à toute heure, c'est qu'on est déjà allé un cran trop loin. Donc après, les principes de la vie s'appliquent... Isabelle, ce ne sera plus un sujet. Alors moi je pense que ce sera complètement un sujet, on en parlera encore, parce que comme on en parlera, ça j'en sais vraiment rien. Parce que 2030 c'est vraiment très 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 loin, et je pense que personne ne sait à quoi ressemblera le monde dans 10 ans. Mais donc je pense qu'on en reparlera, je pense que ça sera très important. Et probablement, ce qui va changer, quand on regarde un peu les courants d'influence, on voit que ça change énormément. C'est-à-dire que le changement vient pas forcément toujours du haut, mais qu'il y a tous ces réseaux d'influence qui existent dans les entreprises et qui prennent de plus en plus d'importance, comme les malades. Les malades, on a notre ordonnance, puis on va quand même checker sur Internet si c'est bien ça. On va regarder plein d'articles. Donc c'est la même chose. Je pense, dans nos organisations, il faut reconnaître qu'on a des gens, et notamment les jeunes générations, ils veulent influer sur le cours des choses de plus en plus. Et comment on gère ça? Comment on leur donne plus de pouvoir, plus la parole, pour nous aider aussi à avoir plus de sens dans nos sociétés? Ça, je pense que c'est un gros changement. Plus d'influence. Très bien. Je pense effectivement que ça va être toujours un sujet. Et pour moi, le point que j'imagine qui va être, je rejoins tout à fait ce que tu as dit, c'est plus la relation qu'on a au travail. Aujourd'hui, le travail, c'était le centre de la vie pour beaucoup d'adultes. C'était effectivement les grands centres de la vie. Je pense que c'est ça qui va changer. La place que prend le travail dans notre vie, dans les sociétés, dans l'organisation. Est-ce que ça va continuer? Je pense qu'on va avoir un gros changement. On va voir des choses, j'espère en tout cas. Une question, une citation. Que fait-on pour les gens qui cherchent du travail? Parce qu'on a parlé de ceux qui en ont et du sens que ça avait, mais que fait-on pour les gens qui cherchent du travail, qui en cherchent depuis longtemps, ou ceux qui vont en chercher là maintenant parce qu'ils l'ont perdu? On a besoin de s'occuper de cette population-là, parce que la précarité intrinsèque de cette population, c'est la précarité par capillarité de toute l'économie. Moi, je peux connaître un ami, un frère, un colocataire, mon père, ma mère, ma sœur, mes enfants, qui sont au chômage, c'est ma propre précarité. Et une citation, cette fois, ce sera Michel Houellebecq. Il disait que c'était terrible avant, mais comme lui, je pense que ça va être encore pire après. Bon, on va clôturer là-dessus. Un brin d'optimisme. Je pense que c'est un test de résistance. C'est toi qui disais ça, Arnaud. C'est quand même un test de résistance. Ce que nous avons vécu là et ce que nous allons vivre après reste un test de résistance, Arnaud. Oui, moi je partage ce que disait Isabelle Epia, à savoir en 2030, le sujet restera, peut-être sous une forme différente, mais restera. Et ce qui est intéressant, entre guillemets, dans la période que nous vivons, c'est de voir, sur la notion de sens, bien évidemment, si ça va être quelque chose qui va résister à un effet de mode. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, on aura peut-être des éléments qui s'inscriront, que ce soit pour les individus, la société et les entreprises, de manière durable. Donc moi, je suis plutôt positif et optimiste, et je le vois un petit peu de cette façon-là. Allez, merci Arnaud, ce sera la note de fin. Merci de nous avoir suivis donc, sur ce track dédié au sens. On va, je reprends l'expression d'Isabelle, concentrer vos énergies, nos énergies, sur Future of HR. Vous pouvez retrouver les différents tracks en replay et d'ores et déjà pouvoir vous balader sur la plateforme pour pouvoir vous connecter aux différents experts, aux éditeurs, aux solutions, aux experts qui pourront échanger. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme. Merci pour votre participation, merci pour vos débats. À très bientôt. Merci.